Suivez la course avec la région des Pays de la Loire. Et c'est parti pour notre grand week-end 24 heures du Mans Auto sur notre antenne avec Pierre Lelez. Salut Pierre. Salut Yannick. On va vous donner à partir de maintenant toutes les 2 heures ce qu'il faut savoir sur la course, le point évidemment sur chacune des catégories. On va profiter de cette première émission spéciale pour voir ensemble les enjeux, tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, notamment cette grande polémique entre les deux favoris de cette 77e édition, Peugeot d'un côté, Audi de l'autre. Nous verrons cela longuement dans un instant, mais tout d'abord un chiffre à retenir, 3,22 888. C'est le temps établi par Stéphane Sarrazin lors de la séance d'essai au volant de la Peugeot numéro 8. Stéphane Sarrazin qui est un habitué de la pole position, puisque cela fait maintenant 3 ans qu'il établit la pole, mais l'année dernière c'était un meilleur temps, 3,18 513. Pierre. Ouais, faut pas être sorcier, mais en même temps il y a peu de chances que ce record de l'an dernier soit battu, puisque les voitures diesel, on le sait, ont censé avoir été bridées pour équilibrer le match avec les essences. Cela ne s'est pas beaucoup vu aux essais, puisque la première essence est à 5 secondes de la Peugeot numéro 8, pilotée, donc vous venez de le dire, par Stéphane Sarrazin. Ces essais ont montré que le duel Audi-Peugeot sera aussi serré que l'an dernier, avec peut-être un petit avantage pour Peugeot en termes de vitesse, puisqu'il a placé ses 4 prototypes, dont celui confié à Pescarolo, dans les 5 premières places des essais, et que ce matin, Peugeot a récidivé durant le warm-up avec les 3 meilleurs temps pour ces 3 véhicules. Un warm-up qui a été très compliqué pour Audi. L'A3 est sorti des stands en fumant dans la courbe Dunlop. Bac à gravier pour Tom Christiansen sur la 1, tandis que la 2 de Marco Werner est partie à la faute au niveau de la chicane Ford. Mais on le sait, la course est longue, c'est pas une course de vitesse, c'est surtout une course d'endurance. Il faudra également suivre dans cette catégorie les 3 Lola Aston Martin, les 2 Audi R10 du team Coles, la Pesca Essence, qui est sortie d'ailleurs ce matin durant les warm-up, sans gravité visiblement apparemment, et puis l'écurie Oreca qui a racheté Courage il y a 2 ans déjà. Voilà pour la LMP1. À vous pour la LMP2, Yannick. Exactement, il y a 3 autres catégories, on va les voir. Donc 12 voitures au départ de la catégorie des LMP2. Les 2 Porsche Spyder semblent au-dessus du lot. Le team Essex a en effet réalisé le meilleur temps une nouvelle fois d'ailleurs ce matin lors du warm-up. Elles mettent en gros 3 à 4 secondes de moins au tour que les Lola. On passe à la catégorie des LM GT1 et là on s'achemine vers un cavalier seul de Corvette. 4 seront au départ, 2 sous la bannière du team désormais sartois Luc Alphon Aventure. Face à elle, une seule Aston Martin et une Lamborghini, un équipage japonais qui partira malheureusement pour cet équipage en toute dernière ligne dans tout juste 24 minutes. Et puis en LM GT2, là c'est la grosse catégorie, 17 voitures au départ, encore le duel Ferrari-Porsche comme chaque année. Porsche qui tentera de prendre sa revanche, on s'en souvient, l'an passé Ferrari avait fait le triplé aux 24 heures du Mans. Ils tenteront évidemment, les pilotes de chez Ferrari, de renouveler cette belle prestation, surtout que c'est le patron de la marque qui va donner le départ, Luca Di Montezemelo. J'y suis arrivé à le dire. Pas facile à dire, Non. Pas facile à dire. À noter peut-être dans cette catégorie, évidemment la présence de Patrick Dempsey, mais ça c'est difficile de ne pas être au courant. Sur la 80, Dr Mamour, c'est ça Ah oui, d'accord. Dans la série Grey's Anatomy. Et puis une Aston Martin qui est pilotée par Lord Drayson. Alors savez-vous qui est Lord Drayson, Yannick? Pas du tout. Eh bien c'est le secrétaire d'État britannique à la science et à l'innovation dans le gouvernement de Gordon Brown. Il a son écurie, il vient courir aux 24 heures. Alors je parlais de Ferrari, c'est un anniversaire pour eux, 60 ans de présence sur le circuit. D'autres anniversaires, Aston, 50 ans de la victoire au Mans, il y a 50 ans, c'était en 1959, ça ne nous rajeunit pas, surtout vous Pierre. Michelin,
c'est 120 ans d'existence, et puis Audi, 100 ans de la marque. Voilà donc pour les données avant le coup d'envoi de cette 77e édition. On va parler maintenant de ce qui s'est passé depuis le début de cette semaine, la bataille qui fait rage entre Audi et Peugeot. Oui, la polémique entre Audi et Peugeot, ou entre Peugeot et Audi, faudrait plus le dire, mieux le dire comme ça, puisque effectivement il y a un petit malaise dans les stands. On s'en doutait, on va rappeler un petit peu les faits. Lundi dernier, les responsables de Peugeot sont venus examiner de près la nouvelle R15 lors du pesage. Il faut rappeler que lors des 12 heures de Sebring, c'était en mars dernier, il y avait eu plusieurs réclamations de fait, notamment contre Audi. Entre-temps, la marque allemande a visiblement modifié les choses sur sa voiture, suffisamment en tout cas pour que l'ACO confirme son homologation. C'était le 1er juin dernier. La R15 a ensuite été vérifiée techniquement, administrativement, mais surtout techniquement, lundi dernier, lors du pesage par des commissaires. Il s'agit d'une vérification indépendante, il faut le rappeler. Et malgré tout, Peugeot a décidé de déposer une réclamation auprès du directeur de la course et du président du collège des comités sportifs. J'ai envie de vous lire les arguments de Peugeot qu'ils ont diffusés sur leur communiqué de presse, je vais y arriver. 2 éléments de l'Audi R15 ne sont pas conformes au règlement technique en vigueur. Alors pour les spécialistes, il s'agit du flap qui rejoint les 2 ailes avant et des appendices qui sont fixés à la face interne des ailes avant. Ce sont des éléments de carrosserie, mais qui améliorent, semble-t-il, l'aérodynamisme de la voiture de la R15. Et surtout, ces éléments ne sont pas autorisés dans le règlement technique en vigueur de l'ACO. Ils sont donc, conclut forcément Peugeot, ils sont donc interdits. C'était mercredi. Je vous propose maintenant d'écouter Olivier Quenel, le directeur de Peugeot Sport que nous avions rencontré ce mercredi. Compte tenu de la philosophie qui avait été développée par le président de la ACO, à savoir des voitures d'endurance, à savoir des autos qui devraient aller moins vite, et ce discours étant dit, qu'est-ce que je vois apparaître? Une Audi ultime qui est une F1 carrossée. Donc à partir de là, il y a une distorsion entre le discours et ce que je vois, et qui plus est pour l'avenir, Peugeot pour 2011, quelle voiture je dois faire? Est-ce que je dois faire cette fois-ci une vraie Formule 1 ou une voiture d'endurance? Une bonne fois pour toutes, il faut qu'on sache. Donc cette action, elle a 2 buts. C'est déjà à très court terme, donc d'ici samedi, pour Le Mans, savoir si elle est conforme ou pas, sachant que si elle est jugée conforme, je ferai appel auprès du tribunal de la FIA. Et la deuxième action, c'est à moyen terme de savoir exactement quelle est la philosophie qui animera l'endurance pour 2011. Voilà donc pour le point de vue de Peugeot. Pierre, où en est-on finalement de cette réclamation? Sans surprise, la réclamation a été rejetée. Audi se retranche logiquement derrière l'homologation de l'ACO et la reconnaissance technique. L'ACO considère de son côté que son règlement peut laisser libre cours à l'interprétation. Et d'ailleurs, c'est volontaire. On va écouter justement à ce propos Jean-Claude Plassard, le président de l'ACO. C'était lors de la conférence de presse de l'ACO jeudi dernier. Le règlement du Mans n'est pas d'une grande précision, mais je crois que c'est important. On ne veut pas avoir des voitures qui sont toutes les mêmes. On veut un règlement qui soit, je le disais tout à l'heure, fait en concertation, on veut un règlement qui soit stable, mais on ne veut pas non plus que toutes les voitures sur la grille soient exactement pareilles. Si on avait un règlement absolument trop précis, on n'aurait pas des voitures ouvertes et des voitures fermées, on n'aurait pas des voitures qui se différencient, parce que je crois que ce qui est important, c'est que chacun regarde le règlement, que chacun l'interprète, et que l'arbitre suprême, ce soit l'ACO. Donc Pierre, la bataille judiciaire, c'est fini ou pas? Non, pas complètement. Alors à court terme, évidemment, la course aura lieu. Les équipes sont maintenant concentrées sur cette 77e édition des 24 heures du Mans. En décrochant la pole et en plaçant 4 de ces 4 voitures, je vais y arriver, dans les 5 premières places aux essais, Peugeot a montré finalement que ces voitures avaient du répondant et que les Audi, conformes ou non conformes, auront du souci à se faire. Mais en même temps, il y a le risque que le résultat sportif soit entaché d'un doute, notamment si Audi remporte cette nouvelle édition. Peugeot a de toute façon, et pour répondre complètement à votre question, prévu de faire appel du rejet de sa réclamation devant le tribunal de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. C'est ce que disait Olivier Quenel dans le sonore. Et puis, d'autres constructeurs ont aussi été très critiques envers l'ACO, comme Hugues de Schonack, le patron d'Oreca Courage, qui menace même de ne pas présenter de voiture
en 2010. L'ACO, de son côté, a précisé qu'elle rencontrerait l'ensemble des directeurs techniques et des ingénieurs des concurrents avant la fin juin pour discuter des nouvelles réglementations. Alors ces nouvelles réglementations, elles vont s'appliquer à partir de 2010 et surtout de 2011. On sait qu'il prévoit des voitures moins puissantes, que l'hybride va faire son entrée dans l'endurance et que l'objectif est aussi de réduire les coûts dans le contexte de crise économique que nous connaissons. On écoute justement Jean-Claude Palassard sur l'esprit de cette nouvelle réglementation. Le nouveau règlement 2011, c'est amélioration de la sécurité. Donc on réduit les performances des voitures. Les voitures vont très très vite. Bon, plus elles vont vite, plus c'est dangereux, hein, c'est sûr. Premier point, sécurité. Deuxième point, réduction des coûts. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que même les grands constructeurs dépensent des sommes colossales. On veut qu'on reste des gens qui sont raisonnables. Hein, et donc ça va être réduction des coûts par la consommation, par la réduction des moteurs, par la réduction du nombre de pneus qu'on change. Voilà ce qu'on va faire. Finalement, Pierre, est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien ? Bah non, c'est pas beaucoup de bruit pour rien, mais c'est vrai que cette polémique a donné un écho médiatique encore plus important à cette course. Parler de moi, en bien ou en mal, c'est toujours parler de moi. C'est aussi ça, une des règles de la communication. Il faut être honnête, médiatiquement parlant. Cette édition se résume surtout au duel entre Audi et Peugeot. Alors Audi, on le sait, est très présent sur les 24 heures. C'est le constructeur aussi qui a permis de redonner du peps à la course dans les années 2000. On sent d'ailleurs qu'il y a des liens étroits entre Audi et la CO. On va le voir d'ailleurs sur ces images. Ce cadeau offert au nouveau musée des 24 heures, la R10 de Christiansen, Capello et McNish, vainqueurs si on l'an peut envoyer dernier. des images, ce serait voilà, si on peut envoyer les images qu'on voilà. voit en preview. Voilà. Donc c'était aussi jeudi dernier. Et donc cette voiture qui a gagné l'an dernier a été offerte au nouveau musée des 24 heures. C'est aussi une démonstration d'une certaine manière des liens, je le disais, entre l'ACO et Audi. Alors de son côté, Peugeot lui est revenu plus récemment sur le circuit en mettant aussi un peu de sel à la compétition, évidemment. On l'a vu notamment l'an dernier. Cela s'est joué sur une erreur de la direction technique. D'ailleurs, l'an dernier, on s'en souvient, c'était le matin et la pluie commençait à s'immiscer sur une partie du circuit. Alors on ne savait pas quel type de pneus il fallait mettre. Alors je vais vous montrer la prochaine image, si on peut la lancer en régie. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Ça ressemble au bokeh géant que vous avez construit pour vos enfants. Eh bien non, c'était le satellite de réception météo du stand Peugeot. Il a été posé sur un poids haut, on l'a vu en l'occurrence sur le toit de chez Glinch avec moi. Peugeot a tiré les leçons de l'échec de l'an dernier. Il s'est payé un ingénieur de Météo France pour lui assurer une sorte de routage, un peu comme ce qui se passe sur les courses au large en voile. Sachez d'ailleurs que Audi en dispose, elle, déjà d'une station météo. C'est obligatoire, paraît-il, en Formule 1. C'est en train de s'installer, visiblement, dans les grandes équipes de l'endurance. Nous, sans antenne météo, on peut vous dire qu'en principe, ce sera du soleil pendant toutes ces 24 heures. Alors, est-ce qu'il y a une grosse pression sur le constructeur français Peugeot ? Bah oui, forcément. Peugeot en est à sa troisième année, son retour, à sa troisième année avec la 908. La première, ils étaient là un petit peu pour tester, ils l'avaient annoncé. La deuxième, ils voulaient gagner. Bon, Audi a été plus malin, on l'a vu. Et cette année, une victoire est impérative pour justifier l'investissement dans l'endurance. On connaît aussi les enjeux en termes d'image et de marketing des 24 heures. Il faut savoir que cet hiver, Michel Barge a été remplacé par Olivier Quesnel à la tête de Peugeot Sport. Et puis le constructeur a été aussi assez malin en s'associant à Pescarolo. Alors on s'en rappelle, vous aviez d'ailleurs fait l'interview à l'époque, Yannick, que Peugeot avait déjà proposé à Pesca de prendre la tête de son équipe pour l'endurance, mais en échange, s'il abandonnait sa propre écurie. Autant demander à notre directeur, Pascal Brulon, de devenir directeur de France 3 Maine en lâchant évidemment LMTV. Alors, entre-temps, on sait que l'hiver a été rude chez Pesca. Il a d'une certaine manière sauvé son écurie en s'associant à un industriel mayennais. Toujours est-il que Pescarolo semble ravi. Il a été très content. C'est vrai qu'il est un peu grognon parfois, mais là, il a été très content là, jeudi soir lors des essais. Il semble ravi de cette 908. Je vous propose justement de l'écouter. On nous a vraiment confié une très très bonne voiture. Je crois qu'on a été digne d'elle.
On l'a mis là où elle devait être. Maintenant, il y a une grande course à faire encore, donc tout reste à faire, mais déjà, il y a une première étape de franchie. Puis notre voiture à moteur essence, on a le potentiel pour aller chercher les Lola, donc on est pas mal. On est là surtout pour aider Peugeot à battre Audi, donc on va faire tout pour ça. Voilà, on vous a présenté les enjeux de cette 77e édition. Départ dans précisément 12 minutes. Je regarde l'horloge et 35 secondes. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur votre chaîne, sur LMTV? Eh bien, c'est simple. On va vous donner rendez-vous toutes les 2 heures jusqu'à ce soir, minuit 30. Ce sera en compagnie de Pierre Lodès. Et puis, demain, on se retrouvera entre 9h30 et 15h30. Alors, LMTV a bien sûr mobilisé beaucoup de monde. Tout le monde est sur le pied de guerre. Il y a 6 journalistes, 2 stagiaires qui sont sur place. 2 personnes pour assurer également la partie technique de la transmission des reportages qui vont nous arriver parfois même en direct pendant nos interventions. Vous entendrez des réactions de team managers, de pilotes. Vous aurez également des reportages sur les à côté de la course et une équipe est même montée dans un hélicoptère de la gendarmerie. Ce matin, les images sont superbes, on vous en assure. On vous les montrera tout à l'heure dans notre flash de 18h30. Un peu de patience. Mais malheureusement, on peut pas tout montrer, Pierre. Oui, alors il faut forcément donner un petit peu d'explication. On a souvent des critiques des téléspectateurs. Pourquoi vous n'avez pas montré tel ou tel type d'image après différents événements sportifs et notamment après, en général, les 24 heures moto, le Grand Prix de France moto et les 24 heures auto. Parce que en matière de droits télévisés, le système est forcément un petit peu compliqué. En gros, comment ça se passe? L'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de la course, a délégué la commercialisation de ses droits d'image à IMG, une société qui a vendu la diffusion hertzienne à France Télévisions et pour tous les autres modes de diffusion, satellite, câble, internet, à la chaîne Eurosport. Il y a un accord d'ailleurs sur 3 ans jusqu'en 2010 avec Eurosport et qui porte d'ailleurs pas uniquement sur les 24 heures auto mais également sur les 24 heures moto et les 5 manches de Le Mans Series. Bref, ces sociétés ont payé et sont donc logiquement sourcilleuses de leur exclusivité. On peut le comprendre. Elles considèrent que LMTV Sarthe est une concurrente puisque nous diffusons aussi sur le câble, le hertzien analogique et la TNT, donc elle resserre la vis. Alors ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, nous avons le droit de ne diffuser qu'1 minute 30 de piste par jour. Et quand on entend la piste, c'est évidemment la piste du circuit, mais aussi la pit lane quand les voitures arrivent ou démarrent des stands. Et ce sont évidemment des images qui sont prises par nos équipes avec les moyens qu'on sait. Nous ne reprenons pas évidemment ce qui est diffusé par France Télévisions ou Eurosport. Ouais, beaucoup de frustration donc pour vous téléspectateurs, mais aussi, croyez-le bien, pour nous, notamment journalistes. Oui, forcément un peu, ça limite un peu notre champ d'action. Avant Eurosport, c'était, il faut le dire, beaucoup plus simple. Nous pouvions vous proposer un programme plus complet. On avait même des plateaux sur le circuit. Le seul accord qu'on avait passé, c'était qu'on montrait pas de direct. Aujourd'hui, c'est évidemment plus contraignant. Notre argument concrètement, c'est quoi? C'est de dire que la chaîne qui est payée très majoritairement par les contribuables sartois doit être capable de montrer un peu plus sur les 24 heures du Mans, une course certes d'envergure mondiale, mais qui se déroule sur un circuit lui aussi très largement financé par les contribuables sartois. Chacun joue son jeu d'une certaine manière. On voulait être clair avec vous, chers téléspectateurs. Il faut malgré tout dire, et on va quand même les en remercier, l'ACO et IMG ont joué d'une certaine manière le jeu en nous exonérant des frais d'accès au circuit. On aurait dû, pour travailler, payer 1 500 €. Ils nous l'ont offert gratuitement. Merci à eux. À titre d'exemple, pour travailler sur le Grand Prix de France Moto, les organisateurs, en l'occurrence la société qui commercialise aussi les droits d'image, qui est une société espagnole Dora, nous demandait la petite somme de 10 000 €. Vous voyez, on n'a pas tout à fait ces moyens. Voilà, c'est comme ça. Et donc on va évidemment, on parlait tout à l'heure d'un people qui était sur les 24 heures. Oui, parce que faut le dire, parce que pour avoir ce droit à ces frais d'accès, c'est vrai, j'avais finalement oublié, on a quand même offert un reportage sur les essais libres de Patrick Dempsey. Voilà, et il y en a 3 autres voilà people. Le lien avec la vedette. Voilà, 3 autres people qui, on va peut-être les suivre de temps à autre, qui ont des liens de parenté avec d'anciens champions du monde de Formule 1. Alors, Nicolas Prost, c'est le fils évidemment d'Alain, il sera sur la Lola Aston Martin numéro 13 en catégorie LMP1. LMP1 également pour un certain Bruno Senna, le neveu d'Ayrton, sur la Courage Oreca numéro 11 avec à ses côtés comme pilote Ortelli et Montero. Et puis en LMGT2, on suivra Léo
Théo Mansell sur la Ferrari numéro 84 du team Moneda. Le départ dans tout juste 8 minutes. Prochain point avec les premières réactions, les images du départ, les premières réactions des team managers et des pilotes, ce sera à 16h30. On vous retrouvera, et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin pour les lève-tôt dès 9h30. Merci de nous avoir suivis, à tout à l'heure, 16h30. À tout à l'heure. Vivez la course avec la région des Pays de la Loire.